Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, on reçoit un citoyen togolais qui est le directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Monsieur André Kagny Afanou est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Babylas, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Merci surtout de m'avoir invité. Association contre l'impunité au Togo, comment vous est arrivé l'idée de créer une association comme ça? Est-ce que le besoin était pressant? Ah oui, vous savez, pour ceux qui suivent l'actualité togolaise, vous aurez constaté qu'en 2005, à la suite donc de la crise de succession qu'il y a eu à la tête du pays, avec notamment le décès du président Yadema, il y a eu, selon les Nations Unies, 400 à 500 personnes qui ont perdu la vie, alors que beaucoup d'autres personnes ont eu leurs biens qui ont été pillés et tout le reste. Et ce que nous avons fait comme constat à l'époque, nous qui étions un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme de différentes organisations, c'est que si de façon récurrente, il y a eu des violations des droits de l'homme, c'est parce que les personnes qui commettaient ces actes-là étaient presque certaines au Togo qu'elles pouvaient jouir de l'impunité. Si justement les plaintes n'avançaient pas, c'est parce que les citoyens n'avaient pas à leur côté une organisation suffisamment forte qui puisse leur donner l'assistance juridique et judiciaire nécessaire et qui puisse les amener à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Est-ce que ça a été quand même efficace, ce bout d'action? La première action que nous avons menée, c'est donc de regrouper ces victimes-là et de voir dans quelle mesure nous pouvons déposer des plaintes auprès des tribunaux. Et à ce jour, je peux vous dire que déjà au 31 décembre de l'année 2012, nous avions déposé près de 72 plaintes auprès des tribunaux. Et l'un des impacts que cela a eu, c'est qu'évidemment, au niveau des autorités, on a senti qu'il fallait que l'appareil judiciaire montre ou non sa volonté de protéger les citoyens et de faire en sorte que les auteurs puissent répondre de leurs actes. Mais quel a été l'effet sur le terrain? Est-ce que ça a changé quelque chose? Dire que ça a changé quelque chose, ce serait peut-être trop prétentieux dans la mesure où, vous savez, c'est un peu ce que nous déplorons. Il nous semble que le régime togolais, que ce soit sous Yadema ou même sous le président fort Eswatini Gnassingbé, n'a pas suffisamment montré sa capacité à lutter véritablement contre l'impunité. Est-ce que vous attendiez à autre chose, étant donné que, apparemment, c'est le même régime, non? Non, vous savez, le président Faure Gnassingbé, quand il est arrivé, il a dit, parlant de son père, lui c'est lui, moi c'est moi. Et a priori, il avait quand même amorcé un certain nombre d'actions qui auraient pu faire penser, qui auraient pu faire penser que sur le plan des droits de l'homme, celui qui nous concerne, il allait faire des avancées, il allait, j'allais dire, faire une coupure réelle. Alors, vous avez aidé les victimes à déposer des plaintes, mais quelle a été la suite réservée à ces plaintes? Le droit à la justice est un droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, garanti par le Pacte international sur les droits civils et politiques, garanti surtout par la Constitution togolaise. Ça veut dire que lorsqu'un citoyen se sent lésé, il doit s'adresser aux tribunaux. C'est ce que nous avons fait. Et c'est dommage que l'État togolais ne veuille pas justement faire avancer la machine judiciaire. Ce que nous avons fait, en ayant constaté qu'au niveau national, les choses n'avançaient pas, nous sommes allés auprès de la justice communautaire, la Cour de justice de la CEDEAO. Cette Cour, en juillet de l'année 2012, a ouvertement et officiellement condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice des victimes. Et je rappelle que le Togo est un État créateur, fondateur de la CEDEAO. Mais vous savez très bien que cette Cour n'a aucun pouvoir coercitif sur les États. Ah, vous savez, nous sommes aujourd'hui en matière de relations internationales. Et le principe sacro-saint de la souveraineté est souvent évoqué par les États. Mais à côté de ce principe sacro-saint, il y a un principe qui de plus en plus émerge. C'est le principe de la honte internationale. La honte? Oui, il y a une honte internationale qui pèse sur Mugabe, je ne vous apprends rien. Ça ne l'a pas empêché d'être président de l'Union africaine. Hein? C'est pour dire que aujourd'hui, il me semble que les chefs d'État africains, de façon générale, sont face à une lourde responsabilité. Est-ce que nous faisons rentrer nos pays sur la voie de la modernité en ancrant des institutions véritablement démocratiques, comme ça se fait à côté au Ghana, comme ça se fait au Sénégal, comme ça se fait dans d'autres pays, ou bien nous voulons continuer à la traîne? Les citoyens, quand même, leurs droits sont respectés, tout au moins, parce qu'il n'y a plus de violations flagrantes aujourd'hui des droits de l'homme. Avouons-le. Ah non, je suis désolé. Oui, il y a la liberté d'expression. Oui, il y a la liberté d'association. Mais dans un domaine aussi crucial que la lutte contre l'impunité. Vous prenez par exemple le domaine de la lutte contre la torture. La torture, je n'apprends rien à personne, est aujourd'hui un crime imprescriptible. Dans notre pays, des gens ont été convaincus d'avoir commis des actes de torture et ces gens ont connu des promotions. Aujourd'hui, au Togo, on est dans un contexte électoral ou préélectoral. Bientôt, on ira aux élections. Et beaucoup de personnes estiment que tout est lié, il faudrait faire des réformes et ces réformes-là vont pouvoir décrisper suffisamment le climat sociopolitique. J'ai l'impression qu'on s'y méprend et que les stratégies pour pouvoir aller vers ces réformes-là ne sont pas uniformément réparties et partagées par tous les acteurs. Vous avez la même lecture? Je pense que vous avez raison. Vous savez, sur la pertinence des réformes, il n'y a plus beaucoup de débat aujourd'hui. Un récent sondage de Afrobaromètre a révélé que près de 85% des Togolais veulent les réformes.
tous les acteurs politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, sont d'accord qu'il faut faire les réformes. Mais il me semble que sur la dernière période, deux composantes essentielles de la classe politique, le parti au pouvoir uni et l'ANC, donc de Jean-Pierre Favre, n'ont pas suffisamment montré leur volonté d'aller à ces réformes-là. Il y a eu comme une alliance. Deux acteurs majeurs, ça. Oui, justement. Et si ces deux acteurs majeurs n'affichent pas de volonté, apparemment, on ne va jamais avancer. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, la situation togolaise est celle vraiment d'une société où nous sommes bloqués. Mais c'est là où c'est grave. Parce que si nous sommes pris en otage, d'une part, par les conservateurs du pouvoir en place unis, et d'autre part par les extrémistes de l'ANC qui ne veulent pas faire le minimum de concessions, moi j'estime qu'aujourd'hui c'est ces deux composants qui nous prennent en otage. Mais il importe que des voies alternatives qui justement en appellent à ce que les Togolais aillent les uns vers les autres, que les Togolais trouvent le moyen d'asseoir de vraies institutions. Il importe que ces voix continuent de se faire entendre. C'est ce que nous essayons de faire. Comment avancer si on ne peut pas se tourner résolument vers juste un acteur? Est-ce qu'à cette allure-là, vous pensez qu'on peut avancer vraiment? Non, nous n'avons pas le choix. Parce que ce n'est pas faute de sensibilisation. Non. Vous avez fait ce que vous pouvez. Oui, nous n'avons pas le choix. Il faut forcément que nous avancions. Maintenant, quelles sont les voies et moyens par lesquels nous allons avancer? Il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des voies alternatives. Vous savez, c'était lesquelles, par exemple? Oui, les voix de la société civile. Au sein de la société civile, sur la dernière période, il y a eu des voix qui ont eu le courage, j'allais dire, de critiquer les positionnements de l'ANC, du président Jean-Pierre Favre. Certains ont dit, par exemple, que parce que nous, on remettait en cause les stratégies de l'opposition, qu'on avait été achetés par le pouvoir. Mais ça, c'est l'opinion des gens que nous respectons. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir en place ne veut pas avancer alors que les Togolais veulent l'alternance. Et moi, je suis parmi ceux qui estiment que lorsque vous consommez la même chose pendant 30 ans, vous avez le même régime après 10 ans, il faut forcément changer. Avant qu'on nous dépose le projet de loi qui a été rejeté récemment, le pouvoir en place a fait des concessions. Je vais donner juste l'exemple. Le fait d'accepter que le président ait la possibilité de faire une seule candidature pour que ce ne soit pas complètement rétroactif. Vous savez, le problème justement, c'est que le pouvoir n'a jamais été clair. Lors des négociations qui ont eu lieu en juin de l'année dernière à Togo Telecom, on a même dit que le pouvoir était muet. Sur chacun des points qui étaient discutés, c'est Monseigneur Bariga qui à l'époque a conduit les négociations. Quand on est passé à l'Assemblée nationale, le débat était justement de savoir est-ce que le pouvoir ouvertement voulait les réformes, est-ce qu'il acceptait de faire un seul mandat éventuellement, si d'ailleurs il était élu. Parce que le fait de pouvoir se présenter comme candidat ne garantit pas au chef de l'État Faure Gnassingbé d'être élu. Et donc, en définitive, nous sommes aujourd'hui dans l'impasse parce que lors des dernières négociations qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, les partisans du pouvoir ont dit « mettons la balle à terre ». C'est comme si le président Faure Gnassingbé n'avait fait aucun mandat. Donnons-lui encore la possibilité de se présenter encore 2 fois. Ce qui, quand même, n'est pas admissible pour ceux qui, depuis longtemps, espèrent accéder au pouvoir un jour. Dans l'une de vos sorties, vous avez dit exactement ceci. Je cite, « Faure Gnassingbé a montré qu'il écoute seulement un camp. Le sien, et c'est dommage. » Fin de citation. Quelqu'un l'écoute. Ce propos, nous l'avons tenu lorsque, face à la demande de plus en plus récurrente des Togolais en tant que citoyens, de la société civile, des médias, des religieux et même des diplomates en poste au Togo, tout le monde demandait qu'il faut faire les réformes. Et le président de la République a déclaré à Accra qu'il respectera la Constitution. Après, on a essayé de nous faire croire... Laquelle des constitutions? Oui, justement, c'est là où, à mon avis, il y a eu ambiguïté. Parce que quand vous êtes un chef d'État et que vous intervenez dans un contexte, les choses doivent être claires. En juin 2013, vous avez saisi le Premier ministre sur des violations des droits de l'homme. Est-ce que depuis ce moment-là, il a pris des mesures? Non, malheureusement, nous n'avons pas senti beaucoup de choses. Vous savez, lorsqu'à l'époque, justement, nous avons saisi le Premier ministre, nous voulions attirer son attention sur le fait que dans son programme de gouvernement, dans les discours même du chef de l'État, ils ont clairement dit qu'ils allaient lutter contre l'impunité, protéger les droits de l'homme. Mais les reculs sont énormes aujourd'hui. Vous y avez cru à l'époque? Bien sûr, comme je vous ai dit au début de notre entretien. Le Premier ministre a des marges de manœuvre pour pouvoir s'affranchir des instructions que lui donnerait le chef de l'État? Non, quand nous parlons du Premier ministre qui prend des engagements, nous supposons qu'il ne prend pas un engagement sans avoir eu l'accord du chef de l'État lui-même. Bien entendu. Et donc, dans ce contexte-là, quand quelqu'un prend un engagement, nous voulons lui faire confiance. On s'achemine vers les élections. Aujourd'hui, on a 2 cas en face. Ceux qui disent qu'il faut absolument des réformes avant d'aller aux élections. D'autres qui disent c'est trop tard maintenant. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? D'abord, par rapport au camp de ceux qui disent c'est trop tard, allons aux élections, nous disons il n'est jamais trop tard. En 2005, François Essop Bokor avait dit qu'il ne fallait pas aller aux élections. On ne l'a pas écouté. Il y a eu 400 à 500 morts. Donc j'attends qui va prendre la responsabilité de nous dire qu'il est tard et qui va encore demander que les Togolais meurent.
rien que pour une seule vie. Vous savez que les dispositions de la CEDEAO disent qu'il ne faut pas toucher les fondamentaux à moins de 6 mois avant les élections. Non, moi j'ai eu la chance de travailler avec des responsables de la CEDEAO. J'ai eu la chance de participer à de grandes rencontres internationales sur ce protocole spécifiquement. Le protocole ne dit jamais qu'il ne faut pas modifier les constitutions. Il faut avoir le consensus. Oui, justement. Et si le consensus... Le consensus est pratiquement impossible à obtenir. Non, notre travail à nous consiste à marteler aux différentes parties prenantes qu'elles sont obligées. En tout cas, vous n'avez plus beaucoup de temps. Hein? Vous n'avez plus beaucoup de temps parce qu'on s'achemine vraiment vers la date fatidique des élections. Et attention, le président en exercice peut se retrouver dans l'illégalité hors mandat si on tient aujourd'hui à faire les élections. Il n'y a pas d'illégalité qui vaille. Vous savez, les lois sont au service des hommes. Ce n'est pas les hommes qui doivent courir après les lois. Ça veut dire que c'est nous qui nous sommes donné une loi. Si nous constatons qu'à un moment donné, vous savez, quand il y a eu la crise au Burkina Faso, à un moment donné, les Burkinabés se sont arrêtés. Ils ont constaté que la constitution de l'époque ne pouvait plus continuer par les régir. Et ils ont une nouvelle constitution, même chose en Centrafrique. Donc vous aurez fait d'un scénario à la Burkinabé? Non, pas forcément en termes de révolution. Mais il nous faut forcément tirer des leçons de ce qui se passe à côté. Moi, je refuse de penser que l'entourage du président Faure Gnassingbé n'a pas tiré des leçons de ce que l'entêtement du président burkinabé à ne pas répondre aux besoins des Burkinabés l'a amené vers le gouffre. Si après les présidentielles de 2015, Faure Gnassingbé est proclamé gagnant, il y aura des problèmes. Il y aura un quinquennat qui ne sera pas stable. Les gens vont encore marcher, aucun investisseur n'arrivera dans ce pays. Monsieur André Kagna Fanou, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci pour cette opportunité. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. C'était un plaisir pour nous. C'est un plaisir partagé. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.